Je me suis allongée sur l'herbe, au milieu des arbres abattus, et le soleil brûlant contre ma paume m'a donné l'impression de tenir un couteau avec lequel me saigner d'un coup sec à la jugulaire. Derrière moi, dans le décor d'une maison à la fois délabrée et accueillante, j'entendais les voix de mon fils et de mon mari, tous les deux à poil, tous les deux en train de barboter dans la piscine en plastique bleu remplie d'une eau à 35 degrés. C'était un dimanche, la veille d'un jour férié. J'étais à quelques pas d'eux, cachée dans les broussailles. Je les épiais. Comment une femme faible et malade comme moi, qui rêve d'avoir un couteau à la main, pouvait être la mère et la femme de ces deux individus? Qu'allais-je faire? Je me suis cachée en m'enfonçant plus profondément dans la terre. Je n'y tuerais pas. J'ai laissé tomber le couteau. Je suis allée étendre le linge comme si de rien n'était. J'ai soigneusement disposé sur le fil les chaussettes de mon bébé et de mon homme, les slips et les chemises. Je me suis vue comme une bonne pecnaude ignare qui pend le linge et s'essuie les mains sur sa jupe avant d'entrer dans la cuisine. Ils n'ont rien remarqué. L'opération linge a été un succès. Je suis retournée m'allonger entre les troncs. On coupe déjà le bois pour la saison prochaine. Ici, les hommes préparent l'hiver comme les bêtes. Rien ne les distingue les uns des autres. Moi-même, cultivée et diplômée de l'université, je suis plus bestiale que les renards à moitié morts à la tête rouge de sang, un bâton en travers de la gueule. À quelques kilomètres d'ici, mon voisin, Franck, l'aîné de 7 frères, s'est tiré un coup de fusil dans le cul à Noël dernier. Une jolie petite surprise pour cette tripotée de mouflets. Le type a suivi la tradition. Suicide au fusil pour l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-grand-père, le grand-père et le père. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était son tour. Et moi, une femme normale, issue d'une famille normale, mais une excentrique au comportement déviant. Mère d'un enfant et qui, à ce stade, en a peut-être déjà un autre en route. J'ai glissé doucement ma main dans ma culotte et dire que je suis chargée de l'éducation de mon fils. Mon mari m'appelle pour qu'on se prenne une petite bière sous la pergola. Blonde ou brune? Apparemment, le bébé a chié et je dois aller acheter un gâteau pour fêter ses 6 mois. Je parie que les autres mères font leur gâteau elles-mêmes. 6 mois, il paraît que ce n'est pas comme 5 ou 7. Chaque fois que je pose les yeux sur lui, il me rappelle mon mari derrière moi qui a failli me foutre plein le dos avant d'avoir l'idée de me retourner et de me pénétrer à la dernière seconde. S'il ne l'avait pas fait, si j'avais serré les cuisses, si je lui avais empoigné la bite, je ne serais pas obligée d'aller à la boulangerie pour acheter un gâteau à la crème ou au chocolat avec ses petites bougies, une demi-année déjà. Les autres femmes ont à peine accouché qu'elles disent « Je n'imagine pas de vivre sans lui. C'est comme s'il avait toujours été là. » « J'arrive, mon amour !» J'ai envie de crier. Mais je m'enfonce davantage dans la terre craquelée. J'ai envie de grogner, de hurler. Au lieu de quoi, je laisse les moustiques me piquer, se régaler de ma peau sucrée. Le soleil me renvoie le reflet argenté du couteau dans ma main et m'aveugle. Le ciel est rouge, violet, tremblant. Je les entends qui me cherchent. Le bébé plein de merde et le mari à poil. Maman, papa, caca. C'est mon bébé qui parle toute la nuit. Coco, nana, baba. Et voilà. Je laisse le couteau dans l'herbe brûlée en espérant que quand il le trouvera, il ressemblera à un bistouri, une plume, une épingle. Je me lève, échauffée, gênée par ce fourmillement entre mes jambes. Blonde ou brune? Comme tu voudras, mon amour. On est de ces couples qui automatisent les « mon amour », même quand ils se détestent. Mon amour, je ne veux plus te voir. J'arrive, dis-je. Et je suis une fausse campagnarde avec une jupe rouge à pois et des cheveux fourchus. Une blonde, j'aimerais bien, dis-je, avec mon accent. Je suis une femme qui s'est laissée aller à des caries et ne l'est plus. Lis, idiote.
Lis-toi une phrase entière sans t'arrêter. On est là, tous les trois ensemble, pour une photo de famille. On trinque au bonheur du bébé et on boit nos bières. Sur sa petite chaise, mon fils mâchouille une feuille. Je lui mets la main dans la bouche et il braille, me mord avec ses gencives. Mon mari veut planter un arbre pour que le bébé ait une longue vie et moi je ne sais pas quoi lui dire. Je souris comme une abrutie. Est-ce qu'il s'en rend compte ? Avec toutes les jolies femmes saines qu'il y a dans la région, il a fallu qu'il craque sur moi. Un cas clinique, une étrangère. Quelqu'un qu'on devrait déclarer incurable. Il fait vraiment lourd, hein ? Je crois que c'est parti pour un moment, dit-il. Je liquide ma canette à grande lampée et respire par le nez, en ayant envie d'être très exactement morte. Mon dernier souvenir de la grossesse remonte à Noël. Toute la famille de mon mari était là, venue de villages encore plus paumés qu'ici. J'avais l'estomac en vrac. Mon bébé bougeait à une vitesse anormale. Les gens croisaient les doigts pour ne pas avoir à partir en courant et pouvoir finir de manger leur dinde aux pommes. J'étais dans le salon, devant le feu. Je ne me rappelle pas avoir rien fait d'étrange qui trahisse mon désespoir. Depuis un moment, je contenais tout, ai-je pensé, dans un balancement progressif mais subtil, quand soudain, on m'a invité à m'asseoir et à boire quelque chose de frais. Je me demande à quel instant le désir de mourir est menacé par le fait de poser son cul sur une chaise et de boire de l'eau. Merci, grand-mère, ne vous dérangez pas. Mais on m'a quand même assise et quand même apporté ce verre d'eau fraîche. Ce groupe de gens qui vit autour de moi va finir par me donner une attaque. J'aimerais avoir pour voisins Egon Schiele, Lucian Freud et Francis Bacon. Comme ça, mon fils grandirait et se développerait intellectuellement en voyant que le monde où je l'ai fait naître est plus intéressant que ces lucarnes qu'on ouvre et d'où on ne voit rien. Les autres venaient à peine de s'échapper dans leur chambre pour dégonfler quand j'ai entendu mon beau-père tondre la pelouse sous la neige sur son nouveau tracteur vert. Je pense que si je pouvais lyncher toute ma famille pour rester seule une minute avec Glenn Gould, je le ferais. Après, je l'ai vu assis à son bureau à contrôler les tickets du supermarché du mois. Il a relu le prix de chaque article et vérifié à la calculette si le total était bon. Quand il a eu fini de faire ses comptes dans son carnet de dépenses mensuelles, la petite lampe ne l'éclairait plus assez. On a de nouveau dîné tous ensemble et je me rappelle maintenant l'image défraîchie, à contre-jour, d'un homme normal qui se croyait exceptionnel. Il a ensuite lavé son appareil dentaire et est allé se coucher. Et ça, c'est un jour vécu? C'est ça, un être humain qui vit un jour de sa vie? Dans sa chambre, il y a un fusil et plusieurs cartouches sur sa table de chevet. Moi, ce que je dis, c'est que je ne me ferai pas tuer dans mon lit. Si j'entends du bruit, j'arme la carabine et je descends. Et s'ils deviennent mauvais, je tire. Dans les pieds, disait-il, en ravalant la salive qui lui obstruait toujours la gorge. Ma belle-mère m'a regardé toute la journée d'un air affligé. Elle ne savait plus quoi faire d'autre pour moi quand elle a frappé à ma porte au petit matin et est entrée timidement avec un verre d'eau et un petit cachet vert et blanc. « Merci », ai-je dit. Et dès qu'elle est sortie, je l'ai jetée au feu. Je n'aime pas les effets secondaires. Je n'aime pas l'antidépression. Tout ce que je pouvais faire dans ces cas-là, c'était enlacer mon ventre et attendre. Le bébé dormait en moi, enveloppé de boyaux, étrangère à mon corps. Lui non plus ne m'aidait guère ces jours-là. Dès la fin du rituel des verres levés et des bons vœux, j'ai essayé d'échapper au regard de mon mari qui était déjà en train de jouer aux fléchettes sur la terrasse. À chaque fois qu'il ratait la cible, il lâchait rare. Après avoir traversé le salon couvert de papier cadeau, de bolduc ou de n'importe quel bazar, je me suis approchée de la pile de vêtements pour l'avorton, mais je n'ai rien réussi à trier. Au lieu de ça, je suis allée dans la forêt, épuisée par les contractions.
Maintenant, la douleur revient et se jette sur moi comme une chienne. Les questions de ce Noël me perforent avec plus de force que les plombs des chasseurs. Tu as regardé les offres d'emploi? Vous pensez mettre le bébé à la crèche? Vous arrivez à payer vos impôts et la sécurité sociale? Vous avez besoin d'aide? Ça y est, j'y suis. Je ne descends jusqu'ici de nuit qu'en cas d'urgence. Comment mon beau-père peut-il passer l'après-midi du 24 décembre à consulter des tickets de caisse, un fusil sous son oreiller? Comment ma belle-mère peut-elle parler si bas, faire de si petits pas et proposer un Prozac à une future mère? Comment mon beau-père et ma belle-mère peuvent-ils dormir depuis 50 ans dans les mêmes draps, sous la même couette et la même courte pointe, entre les mêmes murs couverts du même papier peint? Mon mari a délaissé les fléchettes et il est parti me chercher sur le terrain boisé. J'avance et m'enfonce au milieu de tous ces troncs et des jeunes arbres. Je suis une, mon corps deux. À travers les colonnes de fumée, je vois un petit groupe de gitans marginaux qui campent près de l'étang dans une caravane aussi branlante que la nôtre. Je les vois de loin, fumer et rire dans une autre langue, entourés de glace et de givre. Demain matin, mes beaux-parents se plaindront des canettes de bière et des seringues oubliées par terre. Au-delà, il y a les nids de miel sauvages de guêpes et un chemin débouchant sur l'autoroute. Après les grosses averses poussent d'immenses quantités de champignons que je vois pourrir. J'aimerais que le premier mot de mon fils soit beau. C'est plus important pour moi que sa sécu. Et sinon, il n'a qu'à pas parler. Qu'ils disent Magnolia, qu'ils disent pitié, pas maman ou papa, pas gâteau, qu'ils disent romance. Mon mari m'a trouvée en train de sauter dans une flaque, j'ai eu honte. J'ai dit que j'allais on ne peut mieux et j'ai regagné le foyer au pas de course. D'une main, je tiens mon gamin, de l'autre, un racloir. D'une main, je prépare à manger, de l'autre, je me poignarde. C'est bien d'avoir deux mains. Et si pratique. Là-bas, ils m'attendent dans l'auto en marche. Je cours en essayant de ne pas trébucher. Ils klaxonnent. Ça va, j'ai entendu. Il y a une insistance pour que je me joigne à eux, assise sur le siège passager, la ceinture attachée comme il faut, dans l'attente de la promenade dominicale. On va où? Demande ma belle-mère qui ne porte plus le deuil et se comporte comme une veuve de plus, une parmi tant d'autres, aux tables de bar d'aspect moderne, à manger des gâteaux secs. Vous voulez aller où? Fait-elle. Et c'est toujours pareil. Je ne peux pas me taire et me contenter de regarder par la fenêtre. Il faut que je lui propose une activité. Aller manger des frites et prendre l'apéritif au bord de l'eau. Voir passer les anciens combattants qui font du ski nautique dans leur combinaison de plongée. Aller en ville monter en file indienne les marches qui mènent au clocher. Regarder avec la même fascination que les touristes les conneries les plus débiles, une pierre, les toits roussâtres des maisons. Aller à la kermesse ambulante, se prendre un petit café dans le centre, près du marché ou roulant de viande grillée. Il faut avoir l'air enthousiaste et faire semblant de vivre. Il faut emmener l'enfant ici et là, lui acheter des ballons, le mettre en sens contraire sur le manège, le prendre en photo, parce que c'est ce qu'on doit faire pour qu'il ait une enfance. Bon, allons n'importe où, mais partons, dit ma belle-mère avec une ardeur de veuve. Elle recommence tout juste à se couper les ongles, à dormir d'une traite sans palper le corps du défunt, à déjeuner sans larmoyer dans son café au lait. Et bien entendu, elle veut se promener. Le fils unique emmène la vieille, et il fait bien, hors de ce cloaque. Je vois qu'on traverse le pont suspendu. Mon mari veut me passer le volant pour que je m'entraîne à conduire dans les hauteurs. Mais je ne le sens pas, ça me donne le vertige. En bas, il y a des dunes et des familles assises sur des chaises de plage pliantes. Des grands-parents, pendant leur jour de sortie de la maison de retraite, gaga de retrouver enfants et petits-enfants. Pas mal de femmes enceintes déprimées, qui cachent leurs clopes, des héroïnomanes en cure de désintox, il y a de tout.
Ma belle-mère veut aller là. On se gare dans une petite pente et mon mec tire sur le frein à main et met la première avant qu'on finisse sous le pont. Nous voilà, nous aussi, la famille qui sort voir le coucher de soleil. Comme si on ne savait pas qu'il se lève puis se cache. C'est toujours pareil, hein. Le bébé marche à quatre pattes et ma belle-mère trottine derrière avec son mal de dos. Moi, je m'ennuie en regardant un cygne qui flotte sans plonger et mord des tiges et des plantes aquatiques, jusqu'à ce qu'il s'attaque au cou d'un chien dans une barque. Il était pourtant gracieux, ce chien, avec son cou. Brusquement, quelque chose brise la monotonie. Une vague de gens s'agite sur la berge, une rumeur grandit. Ils se groupent, s'agglutinent vers le fleuve et je vois sur le pont 1, 2, 3 voitures de police. Comme pour un feu d'artifice, les gens s'entassent et nous formons tous une grande famille. Un adolescent gay de 13 ans a fait ses adieux sur Twitter et est venu sauter ici. Avant, il a remercié tous ses followers de leur soutien. Les policiers appellent les pompiers, mais il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ils mettent une rubalise blanche et rouge, mais bien sûr, les gens continuent de passer. Même mon bébé est intrigué et je le laisse voir. Je ne veux pas perdre mon temps à regarder quelque chose de pesant sur l'eau. Ça cause un choc, une décharge d'adrénaline. Le temps viendra où un vivant et un défunt, ça sera du pareil au même. Cette subtile différence de lettres, à peine perceptible par le chauffeur d'un camion-remorque qui passe à côté d'un homme faisant la sieste au bord de la route ou d'un autre venant d'être renversé. Une différence à peine décelable pour le camionneur entre l'homme qui prend le soleil et celui en état de mort cérébrale dans la même position. Quel beau dimanche on a passé. Tout a eu deux commencements simultanés. Un rêve nocif pour l'un, les préservatifs trouvés dans la boîte à gants, fondus par le soleil de ce dernier éther infernal, pour l'autre. Tout a suivi son cours, à coups de sermons, de doutes et de preuves. Nous nous sommes bouffés la tête, nous l'avons picoré comme dans un combat de coqs, tandis que dans l'air, des avions militaires faisaient des exercices, s'entraînaient pour une guerre déjà finie. Par instants, l'un d'eux vrillait sur lui-même et je voyais son aile incrustée dans ma pommette. Hier, j'ai rêvé que je te découvrais au lit avec le voisin et pourtant, je ne me souviens jamais de mes rêves. J'ai pleuré toute la matinée, dit-il. Sans blague. Eh bien moi, j'ai trouvé des préservatifs dans la boîte à gants. Qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Tu penses que la voiture n'est pas un endroit confortable pour baiser ? Tu ne réponds pas à ma question. Parce que tu m'as rien demandé. Je t'ai raconté un rêve. Tu vas peut-être me dire que j'ai rêvé de ça gratuitement. Je ne sais pas de quel voisin tu parles. Celui qui a surgi au milieu de la nuit, qui passe tous les jours sur sa putain de moto. Je ne vois pas. On dit qu'il faut tout nier, même devant l'évidence. Le cas échéant, je nierai qui je suis. C'est quoi son problème ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Qui cherche quoi ? La prochaine fois, je descends et je lui demande ce qu'il veut. Moi aussi, j'ai des soupçons. Qui n'en a pas ? Quels soupçons ? Dis-moi sans détour qui c'est. Personne. Et déjà, je lui tournais le dos. Mais je sentais son regard, comme un hachoir sur ma gorge, dès qu'il s'approchait. Ne me prends pas pour un idiot, hein. Et moi, je disais toujours non, non, non. Mais ses cheveux noirs m'avaient empoisonné. Un cas typique. On arrive là, déchaussé, nu, on s'enfonce, dans une forêt intime qui nous camoufle de ses branches. Si tu me le dis, je ne me fâcherai pas, mais j'ai besoin de savoir. Mais qu'allais-je lui dire ? Que peut-on dire ? Qu'il est entré en moi comme un serpent dans la bouche d'un crocodile ? Comme un serpent qui dévore un oiseau et s'en gave lentement, mais de manière irréversible ? Il s'est fait une place à coups de machette. Je dois lui dire ça ?
et qu'une fois à l'intérieur, il a entendu l'écho de ma voix. Et dans mon corps obscurci, il m'a tuée. Il me semble qu'il s'est rendu compte que j'avais de mauvaises pensées, car d'un mouvement maladroit, il m'a harponné le bras en y plantant ses ongles. « Tu me fais mal !» Et je lâchais en plagiant la cadence plaintive des divas. « Dis-moi ce qui se passe !» Mais jamais personne ne veut la vérité. Il ne se passe rien du tout. Menteuse, perfide. Dis-moi juste si tu couches avec lui et je te ficherai la paix, je te le jure. Et puis le baratin sur la jalousie. Le blablabla qui détruit simultanément le jaloux et le jalousé et laisse libre cours au coup de pied, au torgnole, idiot, grand connard de merde, espèce d'hystéro et autres banalités. Jusqu'à ce que je cours hors de la maison et me prenne pour la première fois la vitre. Et toute rouge, j'ai traversé les pâturages comme si c'était une promenade et en chemin, je suis rentrée dans des lapins et des chouettes, ou bien ce sont eux qui me sont rentrés dedans. Alors comme d'habitude, je me suis couchée dans ma litière, ma caverne, au milieu des arbres abattus. Je crois que mon époux m'a cherché et qu'il en a eu assez et a piqué du nez. Moi, je suis restée affalée, les chaussettes humides, le corps empâté de sang froid et sec, parcouru de tremblements. C'est ainsi que la longue nuit a commencé, à regarder des tombes jusqu'à l'apparition du soleil, à me peigner et à dormir dans le reflet des stèles, à lire les noms de défunts que je ne connais pas. Quand j'ai des rapports sexuels, je célèbre les anniversaires des trépassés. Quand je tombe amoureuse, c'est le cas maintenant, et que je me secoue, je jette de la terre sur un cercueil, peu importe qui. Et quand je me masturbe, je profane des niches, et quand je berce mon bébé, je dis Amen, et quand je souris, je débranche un respirateur artificiel. D'où le baiser. Parce que de toute manière, depuis longtemps, et même avant de naître, et pendant que mon mari trimballe sa jalousie en hurlant, je suis morte. Et alors, j'ai vu l'air saturé d'une tension sexuelle invisible. Rembrandt. Les glandes tombaient, si lentement, si pesamment de la cime de l'arbre à la terre qu'on aurait dit qu'il dormait dans le vide, qu'il le découpait avec des rayons dorés. Caravage. Cette pamoison, cet air somnolent qu'on a en voyant les feuilles tournoyer une, deux fois et plus encore, une feuille qui tombe, puis une autre et une autre. Ce temps qui nous entrouve la bouche, qui fait de la salive une eau douce. Adieu la moisissure et la noirceur. La mort de l'été changeait la forêt en silence et en soupir. Je me suis allongée sur le côté du chemin avec la poussette et me suis endormie. Et j'ai rêvé qu'il bruinait, mais non. C'était le bruit des ailes des papillons qui s'entrechoquaient, la sensualité légère des papillons nocturnes. Mon cœur battait à mes oreilles. Je me suis penchée pour voir mon bébé et j'ai oublié qu'il était sorti de moi. Bonjour, enfant de la forêt. Il regardait deux capybaras en train de copuler et imitait rapidement leurs mouvements avec son petit bassin. Mon bébé baisait, aussi rustre qu'eux. D'être là, il n'y a pas de micro. Vous nous entendez? Oui. Bah, parfait. Merci Marie-Viale pour cette lecture. Excellente. Donc voilà, c'était les premières pages de ce livre de Ariana Harwitz, Rêve mon amour. J'adore le titre.
qui est paru cet hiver aux éditions du Seuil dans une traduction d'Isabelle Gugnon. Traduction, oui, parce que vous êtes une autrice de langue espagnole, vous êtes née en Argentine, Ariana, vous avez étudié le cinéma à Buenos Aires et puis vous êtes venue en France pour faire des études de lettres. Alors, dans la sphère hispanophone et ailleurs dans le monde, vous êtes une écrivaine reconnue, confirmée. Vous avez déjà publié 4 romans, des pièces de théâtre, qui ont été traduits dans une quinzaine de langues, mais qui sait pourquoi, on ne vous connaissait pas encore en France, donc c'est chose faite avec ce Crève mon amour, je crois que je vais le dire plusieurs fois dans la soirée. Voilà, qui était en fait le premier roman que vous avez écrit. C'est le premier à être traduit en français, mais l'éditeur a choisi l'ordre chronologique, qui est bien, on espère que les autres vont suivre. Donc on l'a entendu, Crève mon amour, c'est le monologue intérieur d'une femme, une jeune maman, femme au foyer, qui vit dans un pavillon à jardin à la campagne, qui n'en peut plus de cette vie, son mari, sa belle-mère, son beau-père, et même de son bébé. Racontez-nous, on a dû vous demander 56 fois cette histoire, mais elle est sortie d'où? Comment c'est arrivé cette histoire, cette femme? Bon, bonsoir. Et c'est très émouvant. C'est la première fois de ma vie que je l'entends parler le texte. C'est une sorte de mise en scène en langue étrangère, en langue française. Donc c'est le redécouvrir, c'est le réécrire. Et c'est pas évident de parler de ça. Il y a mon fils. Il va le faire sortir de la salle. Il y a mon avocate, mon éditeur, je m'en vais. Enfin bon. Et comment vous m'avez dit quoi? C'était. D'où vient cette femme? On avait dit de ne pas faire la blague. Donc c'est pas une femme oui, battue. je suis donc l'incarnation de la femme battue. C'est pas une femme battue par son mari. Il est tombé en train de faire le ski, sinon je dirais c'est la promo féministe. Alors, non mais, on reviendra au féminisme. Et comment j'ai écrit ce livre? Alors c'est le premier roman absolument. J'avais rien écrit auparavant, avant de ce roman, Ma Tate et Amor, Crève mon amour, Die My Love, enfin Crève mon amour. Et j'avais jamais rien écrit, j'avais fait des études, oui, de dramaturgie, de cinéma, littérature, mais faire des études, être étudiant, c'est pas écrire. Après j'avais essayé d'écrire, mais toujours faux, j'ai l'impression, toujours faux, toujours pas vrai. Après, qu'est-ce que c'est écrire vrai? Bon, c'est toute une discussion énorme. Mais en tout cas, donc à la campagne, où j'habite encore, heureusement, parce que je peux écrire qu'à la campagne, je ne sais pas pourquoi. J'habite à Paris aussi, mais pas pour écrire, juste pour vivre, qui est beaucoup moins intéressant qu'écrire pour moi, vraiment. Donc j'habite à Paris, mais je n'écris pas quand je suis à Paris, je juste la vie. Et après, donc j'étais à la campagne, et enfermée dans un amont, j'étais la seule argentine, la seule latino-américaine, ce qui a été, je ne me fais pas passer par une victime, je trouve très intéressant d'être étrangère pour l'écriture, ça se voit peut-être, parce que le roman déforme la langue tout le temps, pas qu'en français, enfin, d'ailleurs l'original, l'espagnol même d'Argentine, il est déjà déformé, il est déjà dans une certaine démarche d'altération linguistique, et ça c'était pas prévu, je n'ai pas dit, je vais faire la transgression linguistique comme ça, je me fais choper par les éditeurs, je ne savais même pas ce que c'était un éditeur, même si je savais, mais je n'avais jamais rencontré un éditeur. Et un traducteur, donc j'ai déformé la langue espagnole parce que c'était mon habitude. N'importe qui habite dans une autre langue sait que pour parler une autre langue, on déforme la langue. J'ai un accent, un très grand accent, mais imaginez-vous, il y a en 2012, quand je l'ai écrit, 2011. Donc oui, j'étais à la campagne et j'ai trouvé, c'est une alchimie qu'on ne peut pas prévoir, c'est le mystère, heureusement. J'ai trouvé la musique. Pour écrire, je ne savais pas que j'étais en train d'écrire un roman, je n'étais pas écrivaine, je ne savais pas qu'un jour allait être traduit en différentes langues, adapté, je ne savais rien du tout, j'ai juste écrit pour me sauver, et vraiment, parce que c'est un cliché mais c'est vrai, et donc j'ai écrit ça, et on reviendra à l'affaire, à la dimension politique, mais il y a une dimension politique toujours quand on écrit, parce qu'on écrit pour se sauver, donc oui, j'habitais là dans un milieu très francophone, pas du tout cosmopolite, chic, toutes les couleurs, non. Donc français, catholique, et c'était très intéressant pour moi, donc voilà. Mais donc ce qui est marrant, c'est que vous me dites, j'avais trouvé la musique, c'est pas le sujet que vous avez trouvé, c'est d'abord la musique, la façon d'écrire, c'était ça qui était important pour vous? Oui, je crois que c'est, n'importe qui écrit le sait, mais après c'est
un malentendu des ateliers d'écriture, je crois. On dit, bon, on va écrire à propos de quoi? Alors, pas la Shoah, le divorce, pas du tout, alors l'inceste, voilà, l'inceste. C'est pas du tout comme ça la vraie écriture, et c'est n'importe quel écrivain le dit, mais bon. Et c'est d'abord trouver, oui, la musique, certaines musiques, et le langage, donc ni espagnol, ni français, ni argentin, ni... entre les deux langues, à la frontière. J'adore les frontières, je suis un peu obsédée par les frontières, Gaza, n'importe quelle frontière, j'adore. Et entre les langues, donc j'ai trouvé déjà l'image, le cerf, c'est vrai, le cerf qui est dans la couverture, excellent, j'adore la couverture. J'ai trouvé le cerf, un vrai cerf qui était chez moi, il me manque déjà. Et la couleur, il y a le passage, l'extrait qu'il y a lu Marie, qui est le Caravage, le Rembrandt, la couleur dorée, et cette couleur de la peinture. Et donc, j'ai trouvé d'abord le langage, c'est le langage oral, cette théâtralité dans la langue. C'est pour ça peut-être que c'est naturel que les livres soient adaptés au théâtre dans plusieurs pays. Peut-être pas encore ici, mais ça viendra, ça viendra. Et donc, d'abord ça, et après, je tirais de la langue, et le langage m'a emmené à tout ce qui se passe. Une mère avec une grande angoisse de la maternité, l'entourage, l'aurore de la famille. On avait compris, ouais. Pourquoi vous vous intéressez aux frontières? Pourquoi vous nous avez dit je m'intéresse aux frontières? Pourquoi c'est ça votre... En fait, je ne sais pas, j'ai vécu presque 30 ans, enfin presque 30 ans, donc beaucoup, à Buenos Aires. Et Buenos Aires, ce n'est pas vraiment cosmopolite. Évidemment, tous les Argentins, c'est des Espagnols, Italiens, mais bon, ils sont adaptés, ils sont assimilés. Et là-bas, oui, enfin bon, ils sont assimilés, et donc il n'y a pas vraiment de différence culturelle et tout. Donc j'ai jamais vécu vraiment dans les frontières. J'ai voyagé, mais en tant que touriste, prendre la photo et revenir. Je crois que c'est l'autre, l'étrangeté absolue, sortir de soi-même, aller vers l'hybridation, je ne sais pas. C'est l'inconnu, je ne sais pas. Donc c'est la rencontre avec la France. Je crois vraiment que j'aurais jamais... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce qu'on ne peut pas le savoir, mais je crois que si j'aurais resté en Argentine, je n'aurais jamais écrit. Il fallait sortir. Il fallait sortir, il fallait sortir de sa langue, c'est ça. Ouais. En fait, il fallait sortir de sa langue. Mais quand vous nous dites la musique, c'est quand même... enfin, en fait, de musique, c'est surtout de la colère qu'on entend. Et cette colère, elle vient d'où? C'est quelque chose qui vous... Parce qu'elle habite à la campagne, elle a un petit bébé, et vous nous dites, oui, à l'époque, j'habitais à la campagne, et... il y a beaucoup de coïncidences. Oui, c'est des coïncidences. C'est totalement autobiographique, cette histoire. C'est comment on doit le lire? Non, parce que c'est... On le dit, mais c'est toujours vrai. Évidemment qu'il y a ma vie, mais il y a ma vie aussi dans le dernier roman que j'ai écrit à propos d'un pédophile. Et je ne suis pas un homme, je ne suis pas un pédophile. C'est un criminel. Donc il y a toujours l'identification, l'empathie. Il y a un écrivain qui disait, dans les faits, enfin, les actions de ce personnage, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Dans le sentiment, il y a une vérité, c'est autobiographique, dans le sentiment, mais pas dans les faits. C'est pour ça qu'on écrit, pour pas faire ce qu'on écrit, sinon... Donc j'ai écrit ça pour pas le faire. Non? Et c'est toujours ça qui sauve. Et cette hypothèse de ne pas vivre ce qu'on écrit, l'écriture c'est une hypothèse. Et donc la musique, j'ai écrit tout le temps sur l'empreinte, sur une sorte de drogue qui est la musique, le piano. Je ne suis pas pianiste, mais j'aurais tellement aimé être pianiste. Donc checker les doigts des pianistes, mon fils s'endort. Et donc, j'aurais aimé être pianiste, donc j'écris sur l'influence. J'ai lu qu'il y a plusieurs écrivains, ou traducteurs qui écrivent, j'aime bien ça, cette démarche, sur la domination d'une musique, pas une musique seulement métaphorique, une musique vraie, et tout le temps dans les oreilles, tout le temps. J'écris sur Glenn Gould, toujours Glenn Gould, je ne sais pas pourquoi. Ça revient tout le temps. Ah oui, tout le temps. C'est une obsession. J'ai essayé de faire le tour de plusieurs pianistes, forcément tous. Je reviens vers lui. C'est une obsession, oui. Et donc, les variations du piano, les fastes, les plus rapides, les plus longs, toutes les déformations, les variations du piano, je les fais, mais dans la langue. Donc, j'essaie d'aller plus vite, plus lente, et trouver des variations dans la langue, comme les pianistes trouvent dans les interprétations.
Et après, j'entendais des discours et des chansons en allemand, en hébreu, en yiddish, dans des langues que je ne maîtrise pas du tout, surtout l'yiddish, l'allemand je ne parle pas, l'hébreu peut-être, mais donc cette langue, cette férocité de la violence de certaines langues, que je ne comprends pas, mais que je comprends, mais que je ne comprends pas, m'a emmené à cette écriture que je comprends, que je ne comprends pas. J'aime bien cette double phénomène de comprendre une langue et de ne pas la comprendre. Je crois qu'écrire, c'est ça aussi. Quand on écrit, on ne comprend pas tout. Il n'y a pas une clarté absolue. C'est un processus, une démarche artistique où parfois on n'est pas aveugle, c'est pas arbitraire, mais parfois on ne comprend pas. Ça s'appelle le mystère et parfois 2 pages après on comprend tout. Peut-être c'est la poésie, ça. Non? Tout le monde croyait que je venais de la poésie, mais non. Et écrire en français, vous y avez songé? Non, parce que je ne veux pas changer d'éditeur. Ça serait non. J'ai fait exprès pour qu'il m'édite le 2e livre. Non. Mais bon, on a plusieurs exemples d'auteurs qui viennent d'une autre langue et qui se sont mis à écrire en français une fois qu'ils étaient installés là et vous maîtrisez suffisamment le français. Je ne sais pas. Non, mais c'est pas quelque chose très bonne question. C'est une bonne question. Et ma traductrice, la traductrice de mon livre, et Isabelle Gougnon, donc il m'a dit lors d'un dîner, de manière informelle et privée, et que je ferais un carnage si j'écrivais moi-même mes propres romans en français. Elle me l'a dit, ça m'a déprimé un peu, mais peut-être qu'elle a raison. Enfin, on s'est fâché, mais peut-être qu'elle a raison, je ne lui ai pas donné de raison. C'est-à-dire que parler une langue, la maîtriser, l'aimer, parce que j'aime la langue française que je parle, que ce n'est pas la langue française parfaite, ni orthodoxe, ni j'ai jamais étudié la langue française comme vous à l'école. La parler, la comprendre et même l'aimer ne savait pas dire pouvoir l'écrire. J'aime les auteurs, Beckett évidemment, Nabokov, mais plein d'autres, qui passent ce passage des langues. Même Cortázar qui jouait à 2 langues, comme l'amant et le mari, cette double vie que j'incarne, parce que j'ai toujours une double vie. Paris, la campagne, etc. etc. Et donc, j'aime ces auteurs qui sautent à une autre langue. Je crois que c'est intéressant. Je ne crois pas que je le ferai parce que c'est tellement difficile à écrire que j'ai besoin d'avoir tout. En espagnol, quand j'étais petite, je jouais à dire amant et tous les synonymes qui existent. Bon, Borges dit que le synonyme c'est une fallace. Rien ne peut être la même chose tant que le mot change. Mais bon, donc une diversité absolue. En français, je n'ai pas ça. J'ai 2, 3 synonymes, 4. Je n'ai pas la palette, je n'ai pas le tableau que vous savez. C'est plus restreint, donc je ne pourrais pas... Mais si participer à la traduction, oui. Mais d'où vient cet intérêt pour la langue, donc toute petite, si je comprends bien déjà? D'où ça vient cet intérêt pour la langue, les synonymes, les mots? Ah, ça, je ne sais pas. Mais en fait, je voulais être avocate pour défendre les pauvres. Pas du tout. Non, mon père, il a voulu être avocat, il n'a pas réussi. Et moi, je voulais être avocate, absolument. Je t'ai jamais dit. Et pour défendre les pauvres. Donc, je me mettais et j'ai essayé de faire l'exercice de rhétorique, qui font les philosophes et tout, de raconter et d'essayer de convaincre les gens, ce qui fait peut-être un avocat. Et je n'ai jamais été avocate, évidemment. Et je crois que c'est une fascination par la possibilité qui donne les mots, de tout changer, la réalité, les sentiments, tuer quelqu'un, faire tomber amoureux quelqu'un, tout, avec les mots. C'est une banalité ce que je dis, mais... Donc j'ai toujours eu un amour pour les mots, c'est vrai. Et donc, même dans le roman, je ne sais pas si vous l'avez lu, peut-être pas, mais dans la lecture qu'elle a fait, on voit que le personnage, elle s'interroge elle-même dans une sorte de monologue intérieur absolu. Elle s'interroge à propos des mots. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ce mot-là, pourquoi ce mot et pas l'autre? Donc il y a toujours la remise en question des mots dans l'écriture. Donc écrire, c'est se demander qu'est-ce que c'est écrire, qu'est-ce que c'est écrire. Et puis l'autre caractéristique, vous avez parlé des adaptations théâtrales, mais vous-même vous avez écrit des pièces de théâtre. Et je crois que vous avez d'abord étudié le théâtre et le cinéma avant d'étudier la littérature. Et c'est présent dans cette écriture-là, dans ce monologue. Qu'est-ce que l'écriture théâtrale comment l'écriture théâtrale a influencé votre écriture romanesque? Enfin, il me semble que c'est très lié. Oui, en fait, j'ai fait des études de cinéma à Buenos Aires.
dans une grande école de cinéma. Et je me trouvais mais très malheureuse, et dans les tournages, que je connais bien, et dans l'écriture cinématographique. Parce qu'à chaque fois, mes metteurs en scène, mais c'est ça, non, ça, trop de style, non, ça, trop romanesque, trop recherché, la phrase, non, je me trouvais avec mon scénario taché comme ça, la censure, quoi. Et parce que c'était trop cherché, trop stylisé, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'il y a toujours du style. On dit non, je ne veux pas, il y a du style. Le style, c'est pas le baroque, évidemment, mais bon. Et donc, je ne me sentais pas à l'aise dans le cinéma, même si bon, le cinéma est toujours là, forcément, ma tête, elle est remplie de cinéma. Et après le théâtre, oui, j'ai fait des études de dramaturgie à Buenos Aires, encore, et de littérature ici en France, à Saint-Denis, et après la Sorbonne. Et je ne me sentais pas à l'aise au théâtre, parce que c'est trop littéraire. Il me disait, c'est très bien, tu vois la scène, il y a le dialectique, la confrontation. Écrire, c'est créer des conflits. Toujours A, B, et il y a C qui rentre. Oui, oui, mais en fait, trop aussi. Non, ça, tu le laisses pour la littérature. Et mais j'aime bien l'omniprésence. Et non, dans le théâtre, il y a lequel pressant. Non, je ne me sentais pas à l'aise. Donc, déménagement vers la littérature, et voilà. Et donc, mais c'est toujours une hybride, hein, une alchimie, encore l'impureté, que j'aime l'impureté, et donc dans tous les sens. Et donc, c'est un roman. Mais j'aimerais bien dans les librairies, le mettre côté de théâtre aussi. C'est la littérature, c'est du théâtre, cinéma, non, mais... Enfin, il y aura du cinéma, mais... Donc c'était vraiment les trois choses en même temps, et rien, parce que parfois je lis comme des poèmes. Ouais, parce que vous dites j'aime bien les frontières, et effectivement, c'est vrai qu'on est entre la langue espagnole et la langue française, entre le théâtre et le roman. J'espère en tout cas. Oui, c'est exactement ça. Et les thématiques, alors on n'en a pas encore beaucoup parlé, on a entendu la colère de cette femme. Je crois que beaucoup de femmes vont se retrouver dans cette espèce d'angoisse et de colère liée à la maternité, mais c'est pas très courant quand même qu'on arrive à faire parler une femme comme ça, qui raconte ça. Vous aviez conscience quand même de travailler sur des tabous, sur des non-dits? Oui, en fait, pas du tout, et heureusement. Je sais pas, mais si on a la conscience de ce qu'on est en train de faire politiquement parlant, ça devient programmatique. On va faire ça, car l'époque demande ça. On va transgresser la transgression de cette côté, et ça devient de spéculation. On fait des spéculations comme dans un marché. Et ça marche jamais, ça marche. Peut-être pour le business, mais jamais pour la littérature. Je suis sûre, même parce que moi aussi j'ai essayé, ça me fait la honte. Mais peu importe, il faut avoir honte, ils sont un peu pour écrire, très même. Donc j'avais fait ça quand j'étais jeune, mais... Et donc je vais écrire ça, parce que c'est le moment de faire ça, et autant que ça, latino-américaine, juive, mais pas évidemment croyante, je vais faire ça, je vais insulter Dieu, je vais... Pas du tout, ça marche pas, c'est de la merde absolue. Et donc quand j'écris ça, et je crois que c'est pas de la merde absolue, quand j'écris faire, sinon on s'est trompé toutes les maisons d'édition, mais je crois pas tout. Et non, mais peut-être non, parce qu'il y a des gens de talent qui ont fait ça au théâtre aussi. Quand j'écris ça, je savais pas du tout ce que j'étais en train de faire, vraiment. Vraiment, j'avais pas de travail, j'avais un bébé, et j'étais à la campagne, j'étais heureuse d'être en France, mais et alors ça continue comment ma vie, j'avais 30 ans. Donc et donc ce roman, ça a été écrit avant, c'était en 2011, avant MeToo, Balance ton port, MeToo. Mais on retrouve ça finalement maintenant. Ah, MeToo, tout ça, Ni Una Menos en Argentine, Balance ton port, c'est le même équivalent dans d'autres pays. Tout ça c'est 2014, je crois. Non, 2017. Même 2017 MeToo, c'est 2017. 2017. Plus récent, non, Balance ton port, bien sûr, mais avant il y a eu d'autres romans. Peut-être, en tout cas ça a commencé par Ni Una Menos c'est avant, c'est en Argentine, mais c'est en Amérique latine entière. J'ai voyagé, on voyait partout, c'est émouvant en même temps. Parce que je me suis déplacée un peu, et j'ai arrivé au Pérou, au Mexique, c'était la même colère, absolue. Mais bon, mais c'est pas en 2012. Et c'est 3 années près, mais ça change tout finalement, au milieu de l'une. Bon, et pour dire que les librairies, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des féministes qui écrivaient sur la maternité, des femmes, même des hommes et tout, mais ce n'était pas comme maintenant. Et donc au moment d'écrire ça, je n'avais pas de conscience de transgresser, de parler d'un tabou, du tout. Les librairies, je n'ai pas lu sur la maternité, j'ai juste essayé de me décharger, comment elles se déchargent les seins, essayer de me décharger l'angoisse que je sentais vraiment, et pas dans les clichés d'être féministe.
je ne fais pas un militant, je milite pas dans l'écriture. Je ne suis pas SOS antiracisme, féministe. Dans la vie, on verra, mais je dis pas quand j'écris, hein, c'est pas la même chose. Je ne suis pas engagée politiquement pour une cause, parce que ça serait un livre, encore une fois, démagogique. J'aime pas ça, c'est l'horreur. Non, j'ai essayé juste de me sauver, d'écrire ça. Je ne savais même pas que c'était un roman. C'est une personne qui m'a dit, ah là, il y a un roman. Je dis, ah bon? Il y a un roman, écrit. Mais comment? Je n'ai pas le temps. Écrit, merde. Ah bon? Écrit, j'écris. Et donc, j'écrivais. Mais je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Du tout. Et je crois que pour ça, ça sent vrai. Et après, je me suis aperçue qu'il y a plein de femmes, et c'est fou, et des hommes aussi, forcément, c'est pas un livre pour les femmes, parce qu'il y a l'homme aussi. Derrière la femme angoissée, il y a l'homme, angoissé aussi d'une autre façon. Et quand les gens ils disent que c'est un livre féministe, pourquoi pas aussi féministe, mais il y a aussi la haine de soi. Cette femme, elle se déteste aussi, elle se crache aussi, elle s'insulte aussi. Donc, il n'y a pas que la revendication de la femme, il y a aussi la autodétestation, on va dire. J'essaie d'écrire avec sans pitié. Surtout la critique, il me semble, d'une société bourgeoise et de ce qu'elle impose aux individus, aussi bien à l'homme, effectivement, qui doit jouer un rôle de père très codifié. Absolument. Et elle, qui doit correspondre à tout un tas de trucs, elle n'y arrive plus. C'est juste, elle raconte, elle y arrive. Enfin, je l'ai lu comme ça. Ah bah, moi aussi, je l'ai lu comme ça. Non, parce que c'est vrai que tout le monde est malheureux, finalement. Ouais, c'est pas moi qui invente ça, la critique, la critique de la famille qui s'effondre, qui... Ouais. Bon. Tout le monde est malheureux, c'est vrai. Tout le monde, voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est plus intéressant que dire que la femme, évidemment. Les devoirs de la maternité, c'est... Moi, je ne savais pas. Les femmes, on m'en est là à avoir un enfant, je ne savais pas que c'était si angoissant et génial en même temps. Et non, mais j'ai essayé de faire comme la peinture, de la clarté, de l'obscurité, de la clarté, de l'obscurité, ce qui est plus intéressant que le noir pour le noir, la sordide. Le sordide pour le sordide. Et c'est vrai qu'il y a tout le monde qui est malheureux dans cette comédie farcesque qui est la famille. Tout le monde est malheureux. Le mari, forcément, il est malheureux, il est cocu, on dit. Enfin bon, il s'est fait tromper par sa femme. Il doit être le macho aussi, pas latino-américain, mais français. Il faut... Moi, si j'étais un homme, je ne sais pas si je pourrais avoir tout le temps l'envie, soutenir tout, le sexe, la famille. Bon, et la belle-mère, elle est malheureuse. Tout le monde est dans cette valse de la famille. Donc j'essayais de faire une comédie noire, peut-être. Hein? Comédie noire, une farce, un grotesque, je ne sais pas. Dans plusieurs registres. Et donc, oui, donc j'ai planché la tête dans l'angoisse, qui me semble la seule possibilité d'écrire. De l'angoisse, on sort en riant. Il y a le rire aussi. C'est pour ça qu'il y a toujours le malentendu. Parce que j'ai écrit ce roman qui me semblait très dramatique. Très bien, il faut mettre... Et j'ai écrit ce roman qui me semblait très dramatique, et finalement, lors de l'adaptation au théâtre, tout le monde m'a dit « Ah, c'est une comédie formidable ». Donc parfois, on n'est pas conscient de genre. Bon, il y a de l'humour en même temps. Oui, forcément. Donc c'est pas uniquement le drame, non. Uniquement. Voilà. Mais vous avez parlé de MeToo et du mouvement argentin, je ne saurais pas prononcer. Oui. Comment vous regardez ça maintenant? Et notamment, on est dans une période un peu bizarre avec la soirée des Césars, dont tout le monde se souvient. Vous regardez ça comment, tout ça? Ah, c'est... En tout cas, ça me fascine. Je suis obsédée par ça. J'aimerais, moi, parce que ça provoque beaucoup de souffrances. Non, je reviens, hein, je ne m'échappe pas. Parce que par rapport à là, je suis partie d'Argentine. Je ne suis pas fui l'Argentine, c'est pas du tout ça. C'est pas comme les gens qui partent dans son pays parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est le 2001 qui s'est effondré l'économie en Argentine. C'était pas pour ça, j'avais pas d'argent là-bas, j'ai pas d'argent ici, donc c'est la même chose. C'est pas du tout ça, mais je me suis trouvée dans une France que je ne reconnais plus. Parce que je suis arrivée ici finalement, définitivement, on sait jamais, mais en 2007, avant MeToo, avant Balance ton port, mais avant Charlie, Bataclan, etc. Donc avant cette France qui est devenue cette France, ou qui est en train de devenir, donc j'ai l'impression de vivre dans une nouvelle France maintenant. Donc le processus d'être étrangère ne finit jamais, finalement. Parce que je choisis la France, mais quelle France? Je ne sais pas, je ne reconnais plus cette France, en tout cas. Mais pour dire que les Césars, c'est trop compliqué. Non, mais mon avis, c'est toujours peut-être l'avis de beaucoup d'entre vous. L'œuvre, oui, lire ces lignes, évidemment.
évidemment. Voir Polanski, oui. Mais de toute façon, sinon, on ne pourrait rien voir. Parce que Sartre, il était avec Staline, et tout le monde, Hemingway, sa femme était un macho. Enfin, on ne pourrait ni lire ni écrire. Après, faire un prix à un homme, le symbole était trop fort. Moi, je crois que je me sentirais trahie si j'étais une des femmes qui a dit sa vérité. Parce que symboliquement, politiquement, c'est trop fort de mettre un prix si grand à un homme vivant, coupable, reconnu coupable en tout cas. Donc l'œuvre toujours, mais l'homme c'est compliqué. C'est compliqué de mettre un prix en étant vivant. Après l'œuvre, oui, il ne faut pas faire de la moralité sur l'œuvre, parce que sinon on doit tout brûler. Et les peintures, le Louvre entier. Non mais entier, on met le fou parce que c'est pas qu'Egon Schiele qui mettait les petites filles nues, l'autre était un salaud, l'autre il a tué sa femme, Althusser, l'autre il était antisémite, Heidegger, l'autre il était complice d'antisémite, non? L'autre couchait avec un Allemand, l'autre il était ami de celui qui couchait avec un Allemand en 1944, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours de faire des livres qui ne soient pas bien reçus, qui ne vont pas dans le sens de l'époque. Quand j'écris ce livre, encore une fois, ce n'était pas le rebondissement maintenant du féminisme. Oui, complètement. Et puis il y a un autre aspect, il me semble, dans ce livre, c'est peut-être, je ne sais pas, la maladie mentale, je ne sais pas comment. Parce qu'on se demande souvent si cette femme est complètement folle ou pas. Elle-même se le demande, et autour d'elle, tout le monde se demande. Ça, je ne sais pas, dans vos livres suivants, si c'est un thème qui est revenu. Ah, ça devient pire et pire et pire. Voilà, c'est le plus soft. C'est le plus light. Ça vous intéresse, ça, cette thématique-là? Oui, on ne choisit pas les sujets, comme je disais. Moi, si je pourrais choisir les sujets, je choisirais peut-être d'autres sujets, comme ça on change. Mais moi, j'aime bien les artistes. Il y a des gens qui aiment les artistes qui varient beaucoup leur spectre stylistique, leur thématique. Pourquoi pas, finalement, évidemment. Picasso, en parlant un autre qui en accuse, Picasso, et les suicides. Et Picasso, on ne reconnaît plus, ah ça c'est Picasso, ça aussi, ça aussi. Mais j'aime les artistes où leur œuvre est issue d'une obsession. Et on retrouve cet artiste en différentes manières, mais toujours le même artiste. J'aime bien ça, c'est le même film, mais 10 films. Non? Pendant 10 films, c'est le même film, j'adore ça. J'aime bien la répétition qui varie dans les variations. Donc, je ne sais pas pourquoi les sujets de la famille, la maternité, le sexe, l'érotisme, forcément, revient et revient et revient. Dans le dernier roman, donc, ça s'appelle Degenerado, dégénéré peut-être. En Allemagne, ils m'ont dit ça ne va pas dégénérer. Pour les nazis qui ont appelé comme ça les artistes, dégénéré, ça ne va pas. Aux États-Unis, oui, ici peut-être. Mais ils m'ont dit qu'ici, prendre la voix d'un pédophile aujourd'hui, ça ne va pas. Bon. Mais donc je me suis dit non, ça va, c'est fini la maternité. Et en fait, oui, ça revient à cette figure de la mère. Je ne sais pas pourquoi ces sujets, à propos de ces sujets. La maternité, le couple, le fonctionnement de couple. On ne choisit pas en fait. Ces souffrances, on ne les choisit pas, les souffrances. Oui, on les a, on les pas. Oui, mais certains auteurs arrivent à les analyser, à comprendre pourquoi ils travaillent plutôt là-dessus. Là-dessus, vous n'arrivez pas à... Moi, ma mère, elle est psychanalyste. Mon mari, pas mari, parce que je ne sais pas, et il est psychanalyste. On trouve des psychanalystes en Argentine. Je refuse d'aller chez le psychanalyste. Et j'ai toujours dit une chose qui ma mère me reproche. Je dis qu'un psychanalyste devrait me payer moi pour que je lui parle. Et ma mère dit, tu ne peux pas dire ça, parce qu'on a besoin d'argent. Et tu as vécu de mon argent pendant 18 ans. Et je ne sais pas pourquoi ces sujets, j'essaye de varier. Les livres, ils sont pas, ça ne ressemble pas, sinon ça serait quand même répétitif dans le mauvais sens. Et ce ne serait pas un risque pour moi. Écrire, ça doit être un risque. Un risque. Sinon, je répète les formules, je suis morte, sinon. Donc, pourquoi ces sujets, je ne sais pas. Et ça devient de plus en plus. Donc, la maladie mentale, pas dans les sens cliniques, pathologiques, la maladie mentale, Alzheimer, la vraie folie, ça ne m'intéresse pas, parce que je ne connais pas. Non, mais la maladie mentale dans le sens où on est tous anormaux, oui. À la frontière. La frontière, ouais. Qu'est-ce que c'est, ça va? Moi, j'adore observer les gens. Et on dirait une femme complètement normale. Elle fait un truc, on dit non, elle est folle. Un petit truc, mais la glissade doit être subtile, petite. Une petite observation, c'est du théâtre, ça, non? Toute petite chose. Je fais un geste brusque, je jette ça, ça va pas, c'est pas intéressant.
la petite chose qui dénote, qui prouve qu'on est complètement anormal. Mais toute petite. Hein. J'adore ça. Donc j'ai observé mes beaux-parents quand je les savais. Et je les ai perdus. Mais bon. Vous avez quand même continué à écrire des livres. Bah, Mais oui. qu'est-ce qu'il y a, on l'a dit, vous êtes né en Argentine, vous en parlez. Qu'est-ce qu'il y a d'argentin dans ce livre? Parce que peut-être pour moi, je ne sais pas, pour nous, Français, l'Argentine c'est un peu réducteur, mais on se souvient qu'il y a une dictature extrêmement violente. Ça a été un pays compliqué. Je ne sais pas si j'ai toujours raison de penser à la dictature quand je pense à l'Argentine, mais cette violence qui est là dans le livre, est-ce qu'elle est liée à l'histoire de l'Argentine, ou peut-être l'histoire de votre famille, je ne sais pas. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'argentin dans ce livre? En fait, c'est intéressant. À chaque fois, j'étais avec un metteur en scène de théâtre et dans les coulisses, quand tout le monde sortait, les gens disaient c'est très lacanien. Lacanien, Lacan, c'est très freudien. Non, là, c'est plutôt très Foucaultien. Et lui, il disait pour moi, l'écrivain et le metteur en scène. Je n'ai pas vu Foucault, je n'ai pas vu Lacan, je n'ai pas vu Freud, mais les gens, ils sont très freudiens. Donc j'aime bien quand le lecteur, qui est le souverain, enfin le lecteur c'est tout, vraiment, et observe et analyse des choses que je n'avais pas du tout. Je n'avais pas de conscience. Par exemple, un homme m'a dit, oui, en Pologne, je crois que c'était en Roumanie, en Pologne, en Varsovie, je ne sais pas où, il m'a dit, oui, je vois, vous êtes juive, alors je vois le camp de concentration, d'extermine, je vois là le camp Birkenau, j'ai jamais pensé à la Shoah, jamais. Sinon, on voit plusieurs personnes, on voit la dictature, oui, le silence, la répression, le sexe, mais comme une hypothèse, le sexe comme une mise en place des violences, le sexe pour... je dis, j'avais pas vu ça. Et en fait, je crois qu'ils sont récents, même s'ils ne sont pas récents, je crois qu'il y a tout ça. Je suis née en dictature, je suis née quand la dictature commençait. Je suis née en 77, la dictature commençait en 76. Donc mon enfance a été en dictature, à différence de vous, la France n'a pas connu de dictature. Donc je crois qu'il y a quelque chose sans que je me rende compte. Mes grands-parents, ils viennent de l'Europe de l'Est, comme tous. Ils ont fui les pogroms, etc., mes arrières. Donc il y a ça sans que je le sache. Et après, c'est des hypothèses, pourquoi pas tout. Mais, et donc je crois que le roman porte la violence française que je peux connaître, et la violence française, je ne dis pas le Bataclan, la violence d'une famille française, la violence du non-dit, la violence de la répression, la violence des... Parce qu'en Argentine, on se touche, on s'écrit dessous, on s'insulte, ici, dans la retenue. Mais c'est la violence, c'est le silence, la répression. Donc je crois que ce roman porte les deux violences. Pas l'universalité, parce que les Irakiens, ils l'ont compris, les Israéliens aussi, les Péruviens aussi. Mais une violence universelle forcément, mais issue de la France et l'Argentine. Donc c'est pour ça que j'avais presque un besoin physique que ce roman sort en France, enfin. C'était terrible. L'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, la France, pas du tout. Heureusement que l'éditeur l'a lu et tout ça. Parce que c'était un besoin, parce que je l'ai écrit dans la langue française. Mais je chuchotais tout le monde la langue française, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas l'espagnol. Et parfois, j'entendais en français, je le traduisais dans ma tête, je le traduisais moi-même de manière imparfaite, et je le mettais en espagnol argentin. Mais c'est déjà, il était né en français. La phrase, hein, la phrase. Et quand on a, enfin je suis désolée de revenir sur le sujet, mais quand on parlait de la dictature et de votre histoire familiale, des grands-parents qui ont dû fuir les pogroms et qui se sont retrouvés dans un pays étranger à l'Argentine, qu'est-ce qu'on vous a transmis de toute cette histoire? Ou est-ce que c'est quelque chose dont on ne parle pas? Cette histoire violente quand même, qui vous a précédé, est-ce qu'on vous en a parlé ou est-ce que c'est quelque chose dont on ne vous parlait pas? Ah oui, oui. En Argentine, on parle. Je vais me faire opérer, je vais devoir être en mouette pendant 8 jours, je ne sais pas comment je vais faire. Bon. Non, mais en Argentine, on parle, il n'y a pas la culture du silence, même bon, pendant la dictature, oui, parce que les répressions, les dictateurs, les génocides, on ne nous laisse pas parler, c'est le totalitarisme. Mais après, dans une culture de démocratie, on parle. À l'école, on parle. Il n'y a pas de sujets tabous. Oh oui, il y a toujours le tabou dans la culture. La culture, c'est ça. Mais moi qu'ici, j'ai l'impression, il n'y en a pas moins peur qu'ici. J'ai l'impression de parler des choses qui dérangent, qui font du mal, qui posent des problèmes, qui sont dangereuses.
Et donc, j'ai toute mon enfance parlé, ils m'ont parlé de la Shoah, il y avait plein de survivants qui étaient en vie, encore il reste, mais pas beaucoup. Donc, j'ai beaucoup... Non. Et après, ici, j'ai travaillé dans... Je crois que mon écriture, c'est le fruit aussi de cette conscience de la guerre. Même si je n'ai pas vécu la guerre. Parce que moi, j'arrête pas de lire tous les... que vous ne voyez pas peut-être, mais moi, comme en Argentine, ça n'existait pas, toutes les écritures, tous les panneaux, tous les textes, en mémoire de le communiste tué, en mémoire de les soldats qui étaient tombés, en mémoire des enfants déportés. Et je lis tout le temps, je suis harcelée par ça. Et une conscience de la guerre, c'est pour ça que dans mes romans, il y a toujours des avions paramilitaires, ouais, des avions, des hélicoptères, la gendarmerie. On soupçonne une guerre qui n'est pas là et qui viendra. Ici, c'est encore flou et petit, le ronronnement, le bruit de la guerre, mais la débile mentale, c'est pas traduit en français, mais la débile mentale est précoce et après dégénérée, c'est la guerre. Mais la guerre dans le sens de Agatha Christophe, hongroise, je dis Agatha Christophe. Oui, l'auteur hongroise qui a passé des langues aussi. Il a écrit en Suisse. Il a écrit en français. Oui, en français, alors que sa langue maternelle était le hongrois. Mais il a fui la guerre, etc. aussi. Et donc, elle, je me sens identifiée parce que c'est aussi un amont, un village. Elle, c'est carrément la guerre. Mais il y a cette odeur de la guerre. On ne voit pas des fosses communes, mais il y a l'odeur de la guerre. Dans l'air, comme ça. Et dans la campagne, il y a les trous des balles pendant la libération. Et donc, il y a des anecdotes extraordinaires à la campagne, j'adore. Il raconte on a chopé un Hollandais. On croyait que c'était un Allemand, on l'a défoncé. Pas du tout, c'était pas un Allemand. Le pauvre, il s'est trouvé là, c'était un homme. Et donc, il y a des balles, il y a des traces, des bunkers. Et donc, ce paysage troué de la guerre, j'ai écrit ce roman. Je n'aurais pas pu l'écrire en Argentine, on n'a pas ça. On n'a pas Donc, voilà, encore une fois, c'est le mixte. L'architecture, c'est le double paysage. Bon, et ces autres romans, on va arriver à les lire ou ils vont être traduits? Ah non, je ne sais pas, je ne peux pas. Moi, j'aimerais tellement que ce roman fasse son chemin difficile. On disait avec... il est où, Philippe? Olivier, pardon. On disait avec Olivier, il n'est pas là, le directeur. Ah, il est là, pardon. Et non, on disait que la littérature avec Olivier, le directeur de la maison, c'est pas ici. Bon, et on disait qu'il me disait, en fait, plutôt qu'il y a 20 ans, 30 ans peut-être, mais mon éditeur me disait la même chose, peut-être la place de la littérature étrangère en France n'était pas la même. Je ne parle pas des auteurs hyper connus, best-sellers, grandissimes, je parle de tout le reste, qui c'est la plupart, la majorité absolue. Donc maintenant j'ai l'impression, mais c'est pas pour faire, je n'aime pas devenir victime de ça, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas une grande place. La littérature étrangère latino-américaine n'a pas une grande place, ne suscite pas une curiosité grande. En même temps, ce qui est curieux, c'est que vous, c'est difficile de parler de littérature latino-américaine puisque vous écrivez ici. Il faudrait dire de la littérature française en langue étrangère. J'aimerais bien. Une espèce de... Oui, mais l'ordinateur des livreurs, ça je déteste. J'aimerais les casser tous les ordinateurs. Parce que littérature étrangère, j'ai rien contre la littérature étrangère. La notion même d'étrangeté, je l'adore, je viens de le dire. J'aimerais être toute ma vie étrangère pour me servir de cette langue autre. Mais pour vendre des livres, j'ai fait des articles, j'aimerais pouvoir être à côté des... Parfois ils sont, hein, le livre il est parfois dans certaines librairies, partout à Lyon, à Rennes, ici, il est à côté des grands, des auteurs français, mais parfois il est au coin du coin, il faut se battre. Et encore, j'ai eu une catégorie autre, c'est-à-dire la littérature française écrite dans une autre langue. Mon rêve absolu, ça serait ça. Ça rendrait justice. Ça rendrait justice poétique, mais bon, après... Oui, c'est vrai, parce que sinon les lecteurs français disent, ne disent pas ça tous, mais la plupart, la majorité, étrangère, le cliché latino-américain, alors que je ne me sens pas forcément latine. Oui et non. Mon identité, la vraie, pas le passeport, c'est pas forcément... Les clichés latino-américains... Oui, mais en même temps, c'est ce qui fait la modernité de ce livre, parce que je pense que c'est le cas de pas mal de jeunes auteurs aujourd'hui. C'est très difficile de les rattacher à un pays ou à une langue, parce que à partir de notre génération, les gens bougent énormément, ne vivent pas forcément
dans le pays où ils ont grandi. Et puis, bon, voilà, donc Oui. ça devient compliqué de rattacher un auteur Ah oui, à ça, son pays c'est de vrai. naissance. On est dans l'époque où tout le monde voyage, mais maintenant non. Mais... Et en fait, voyager, c'est rien. Mais l'idée d'aller à la rencontre de l'autre. Parce que j'aurais pu venir pour finir, non, parce que j'aurais pu venir en France, continuer à parler espagnol d'Argentine, juste pour aller à la boulangerie, mais dans ma tête, dans mes rêves, dans mon désir, on n'est pas maîtriser le français, même le mépriser. Et j'aurais pu ne pas être en France par des vrais. Dire, je suis là, les services sociaux, tout ça, la carte, mais je ne suis pas vraiment en France. Alors que pas du tout ce que je fais, c'est la démarche d'aller à la rencontre de l'autre, de l'étrangère, de la langue française, de la culture française, de la multiculture française, parce qu'à la campagne, ça n'a rien à voir avec Paris. Mais connaître la France profonde, ça m'intéresse énormément. C'est pour ça qu'à Picardie, ils ont aimé ce roman. Je dis, ah, la Picardie, c'est pas Paris, ça n'a rien à voir, c'est une autre France. Donc oui. Ok. Bon, merci.